ce matin, pour une session Coffee Call qui se nomme Transformer le poids du legacy en levier d'innovation. Titre qui se veut justement assez large pour pouvoir avoir une discussion plus approfondie sur potentiellement vos problématiques. On est dans un comité restreint aujourd'hui, donc je vous inviterai par la suite à peut-être démuter vos micros pour me poser directement les questions en live. Évidemment, comme à chaque présentation du côté de Computerland, la zone de chat dans Teams peut être utilisée et sera de mon côté surveillée. Si vous avez des questions que vous préférez mettre par écrit, je répondrai en live sur ces éléments-là. Donc, pour rappel, vos caméras et micros seront désactivés par défaut, ce qui est le cas maintenant. Si vous avez des questions, le chat et ou démutez votre micro par la suite. Et évidemment, il y a peut-être du contenu qui vous pose question. N'attendez pas à la fin de la session pour poser vos questions, parce que ça nous permettra peut-être d'aller plus en détail dans des sujets plus spécifiques. Donc, quant à moi, je me prénomme Quentin, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je suis chez Computerland. Je suis responsable de l'entité Cloud Operation chez Compu, qui gère la partie Microsoft 365 et Azure, entre autres. Au programme d'aujourd'hui, une question lorsqu'on parle de legacy, c'est toujours qu'est-ce que je vais faire avec ce legacy? Est-ce que je peux le migrer ou non? Donc, on va aller dans ce point de détail. On va parler d'hybridation, environnement hybride. C'est peut-être déjà un terme que vous connaissez si vous avez fait une migration Exchange dans les derniers mois ou années. Et les leviers d'innovation. Alors, commençons tout de suite avec quelque chose qui pourrait fâcher ou vous poser question. C'est quand on parle de legacy, déjà, qu'est-ce que le legacy et qui, entre guillemets, pourrait aujourd'hui me poser problème? Ben voilà, aujourd'hui, pour faire très simple, on a déjà le premier élément qui est les serveurs de base de données version 2012 qui, depuis quelques mois maintenant, sont arrivés à échéance de support. Vous avez le 2012 R2 qui, lui, arrive tout doucement en fin de support. Je vais expliquer ce que c'est après le SU. Le SQL 2014 qui, lui, en extended support pour la partie on-premises, est déjà arrivé aussi en fin de support. Windows 10, que vous connaissez tous, je pense que vous avez déjà reçu assez de mails de notre part ou de la part de nos autres conculègues sur le sujet de migration Windows 10 vers Windows 11. Et Windows Server 2016, qui lui arrivera en fin de support en 2027. Alors, une fois que ce constat est posé, je voudrais prendre un peu plus de temps pour vous différencier ce qu'on appelle le End of Extended Support et l'Extended Support Unit année 1, année 2, année 3. Tout simplement pour vous dire que 100% des infrastructures qui consomment les produits cités ici, la fin de support étendue, c'est la fin de support où vous recevrez des mises à jour de sécurité de la part de Microsoft, que votre infrastructure soit dans un cloud privé, on-prem sur vos serveurs, mais aussi dans différents types de clouds. Ça, c'est la règle de ce qu'on appelle le Extended Support. Ensuite, vous voyez qu'il y a ESU 1, 2 et 3. L'ESU, c'est la capacité de pouvoir avoir 1 année, 2 années ou 3 années de support supplémentaires de la part de Microsoft. Donc, c'est des années, on va dire, limitatives en termes de mise à jour uniquement de sécurité. Il n'y aura plus de mise à jour de fonctionnalité sur cette partie-là. Quand on parle de mise à jour de sécurité, évidemment, Microsoft ne fait pas ça gratuitement, vous en doutez. Donc aujourd'hui, si je suis sur un SQL 2014, je n'ai plus de mise à jour de sécurité de SQL 2014 depuis 2024. Si je suis sur une infrastructure on-prem, j'ai la capacité d'acheter une année de ESU pour 1 an, 2 ans ou 3 ans. Évidemment, il y a d'autres moyens, si vous ne souhaitez ne pas acheter cette partie-là, mais de pouvoir continuer à en bénéficier. C'est si vous migrez ces ressources qui arrivent en fin de support de l'extended support de l'on-prem vers Azure, vous avez l'ESU qui est gratuit pendant 3 ans. Donc,
si je reprends un cas concret, je suis sur une infrastructure 2012 R2 sur un VMware qui est au fin fond de mon armoire à balai, dans ma société. Qu'est-ce que j'ai comme possibilité? Soit je prends un contrat ESU via Computerland par exemple pour garder mon 2012 R2 on-prem et je payerai chaque mois le support pour pouvoir bénéficier de cette partie-là. Mais mon service reste avec un support même si c'est en local. Ou je peux prendre le fameux serveur 2012 R2, je le copie-colle, je le migre à ZIS, donc sans faire aucune modification, vers Azure, et je vais bénéficier pendant 3 ans de support. 3 ans à partir de la date de fin de support, évidemment. Donc aujourd'hui, lorsque l'on dit, ben oui, je suis sur un système legacy, donc c'est-à-dire un système qui n'est plus supporté officiellement par Microsoft, vous avez quand même des possibilités technologiques d'avoir 3 ans de support supplémentaire, même si vous êtes en on-prem. Si c'est en on-prem, ce sera payant. Si ce sera dans Azure, ce sera gratuit. Parlez-vous de la couche applicative plus tard dans votre présentation que la partie simple operating system? Oui, j'en parle juste après pour un autre élément au niveau RDS. Donc là, on est sur la partie OS et produits de serveurs de base de données pour faire simple. Si je vais un cran plus loin et que je vais sur l'écosystème Microsoft 365 Application, donc vous avez potentiellement dans votre infrastructure un serveur de type Remote Desktop Services, un endroit où plusieurs utilisateurs se connectent sur une session, enfin sur un serveur qui est mutualisé. Serveur, comme vous le savez, arrive par rapport à ce que je disais précédemment aussi en fin de support. Mais sur ce fameux serveur RDS, vous avez certainement installé la suite Office. Suite Office que vous avez, je présume, aujourd'hui, c'est en tout cas une présomption de ma part, que vous avez utilisé la licence venant de votre suite 365, que vous soyez en Microsoft 365 Business Premium ou en Microsoft 365 E3, E5, ou simplement la partie licence M365 Apps for Enterprise, vous aviez la capacité aujourd'hui d'installer cette partie-là sur des serveurs multisessions, ce qu'on appelle le fameux serveur RDS. L'information que je vous souhaitais vous donner aujourd'hui, c'est que dans cette logique de serveur RDS, et si vous utilisez la suite Office venant de M365 Apps, si votre serveur RDS est de produit 2012 ou 2012 R2, il n'y a plus de support depuis un petit temps. Si votre serveur RDS est un serveur RDS 2016-2019, octobre 2025 sera le dernier mois de support, donc c'est à partir de demain, hein. Et si vous êtes sur un serveur RDS 2022, il vous restera encore 1 an. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans mon infrastructure si je suis sur un serveur RDS? Ben, plusieurs choses. Je suis sur un serveur RDS parce que 2016, parce que j'ai un applicatif qui ne supporte pas une nouvelle version. Ok, ben là, potentiellement, il faudra peut-être passer vers l'achat de licences Suite Office de type perpétuel. C'est une possibilité. Autre solution, c'est peut-être se dire, ok, peut-être que RDS, le concept est toujours pertinent, un seul endroit où je peux mettre plusieurs utilisateurs, plusieurs sessions en parallèle. Il faudra peut-être migrer le serveur 2016 vers une logique de serveur, non plus de serveur, mais de PC mutualisé, ce qu'on appelle communément Azure Virtual Desktop. J'en reviendrai par la suite. Donc aujourd'hui, ces deux concepts de operating system qui est, on va dire, quasiment périmé ou par loin, et certains éléments que nous, du côté de Computerland, on retrouve extrêmement souvent, le fait d'installer la suite Office sur des serveurs RTS. Aujourd'hui, ces deux éléments-là sont clairement critiques. Lorsqu'ils sont critiques, ils doivent être pris dans un plan d'action pour éviter évidemment le maximum d'impact pour votre entreprise. Ça, c'est vraiment important. En termes de priorité,
si je dois résumer les priorités d'une entreprise aujourd'hui, et quelles sont les priorités que vous devez avoir en tête? La première priorité, c'est évidemment l'optimisation des budgets et des coûts. Ou vous avez peut-être la fin de sortie d'un data center. Vous avez l'information depuis des mois maintenant côté de Computerland. Je ne sais pas si c'est le cas des personnes présentes aujourd'hui. Mais voilà, Computerland, dans son data center propre que nous avons clôturé, on a tout simplement décidé de vous proposer la migration vers le cloud de notre société sœur, Win, Agilis, ou la migration vers Azure. Ça, c'est l'une des vraies raisons de changement d'une infrastructure. Certaines questions liées à la souveraineté et au respect des obligations. Aujourd'hui, je suis tombé, dernièrement d'ailleurs, face à une entreprise qui dit, Quentin, j'ai utilisé un système de cloud qui n'est pas un cloud, un hyperscaler style AWS ou Azure, mais ce cloud qui est hébergé pour l'instant en Asie, c'est un cloud qui me coûte le moins cher par rapport à l'étude de marché que j'ai fait aujourd'hui. OK. Dans ce cloud asiatique, est-ce qu'il respecte toutes les données, enfin toutes les obligations de souveraineté que l'on a en Europe? Non. Donc aujourd'hui, il y a une contradiction entre l'objectif de réduction de coûts, mais la législation européenne qui est de dire que tout ce que nos données doivent être sur le territoire européen. Vous connaissez tous le GDPR. Pour ceux qui ont la chance d'être ISO 27001 ou NIS 2 plus par la suite, connaissent déjà ce type de règles. Les menaces de la cybersec, je pense que si vous êtes présent ici dans le Coffee Call, c'est que vous connaissez assez bien Computerland. Si vous connaissez assez bien Computerland, vous avez assez souvent des mails vous indiquant que tel système a des failles de sécurité. Aujourd'hui, avoir la responsabilité de son système de virtualisation, je vais prendre VMware qui reste l'un des leaders ici en Belgique, avoir la responsabilité de patcher son VMware systématiquement, elle est de votre côté. Nous, on vous informe qu'il y a des failles de sécurité. Si le patching ne se fait pas, vous serez potentiellement plus vite sous le couvert de la menace de cybersécurité suite à une faille de sécurité de ce type-là. Même principe pour un firewall. Que ce soit Fortinet, WatchGuard, Palo Alto ou autre, le fait de devoir patcher son matériel de réseau périphérique est l'une de vos responsabilités qu'il ne faut pas sous-estimer. Dès lors, lorsqu'on vous pose la question de dire, OK, ce que j'ai en responsabilité versus le risque, versus les solutions, à un moment donné, où je mets le curseur de dire, cette responsabilité-là, je ne la veux plus chez moi. Exemple, migration du système VMware vers un système cloud privé ou public. Évidemment, j'allais l'oublier, mais je ne peux pas parler aujourd'hui dans un coffee call sans parler d'intelligence artificielle. Il est essentiel aujourd'hui de bien se poser les questions sur l'utilisation de mes données d'entreprise pour du génératif AI, c'est-à-dire avoir un système comme copilote qui me permet de rephraser mes mails, c'est parfait, c'est génial. Mais ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir me connecter sur mon ERP pour me dire, tiens, où en est ma facture chez tel client ou chez tel fournisseur, etc., etc. Le fait de pouvoir se connecter à des systèmes internes est l'une des priorités pour les entreprises aujourd'hui. Et on le voit au quotidien. Et donc, lorsque je pose le débat des priorités dans une entreprise, il est toujours important de se poser la question, OK, basé sur ces priorités, je dois me poser la question de trouver une stratégie de migration ou de modernisation de ces éléments. C'est la stratégie, ce qu'on appelle un framework ici, basé sur les 6 R. Vous avez toujours le mot qui commence par la lettre R. Et donc aujourd'hui, se poser la question du R me permet de donner une vraie stratégie dans mon entreprise basée sur mon legacy, c'est-à-dire mes applications que je dois garder ou pas. Et donc, pour les citer simplement les 6 R, rehost, j'ai mon serveur qui arrive en fin de garantie, je dois déplacer cette fin de garantie sur un serveur qui est sous garantie. OK, je le prends et je le duplique.
C'est remplacement de serveur Dell vers de l'HP, par exemple. Replatform. J'ai ma plateforme qui fonctionne bien. Je dois pouvoir garder cette application, mais je dois la déplacer sans modification majeure de code. J'y reviendrai par la suite. Le rehost et le replatform sont assez intéressantes dans les choix de garder le legacy up-to-date. Refactor, comme son nom l'indique, je vais transformer ces applications en cloud native. Exemple, j'ai un serveur web qui consomme une base de données. Je transforme une VM avec IIS et SQL en un Docker, une image qui consomme IIS ou Apache, peu importe, et une autre image qui va consommer de la base de données. Que ce soit en mode pur Docker ou en mode système cloud comme Azure avec la partie web app et les bases de données Managed Services. Le re-architecte, ça, c'est une transformation plus long terme par rapport au refactor. Le rebuild, là, évidemment, c'est la possibilité tout simplement de réinnover totalement l'application et d'aller choisir une autre solution potentiellement. Et de se dire, le retire, ben, c'est une application qui au final n'est pas nécessaire, qui n'est pas pertinente de mon infrastructure, je la supprime. Si je veux mettre ceci en termes de graphique, ben, voilà les questions, entre guillemets, à se poser. Je suis sur une infrastructure que je dois rationaliser. Est-ce que mon application est pertinente? Non. OK, je peux l'éliminer et potentiellement créer de nouvelles applications si c'est nécessaire. Si mon application, le plus simple est de faire une migration vers le cloud. Donc je fais du rehost ou du replatform. Je prends la VM, c'est du 2012 R2 ou du 2016, c'est du SQL 2014. L'application qui est dedans est critique, c'est mon ERP. Je ne peux pas le changer, c'est un projet à 3 ans. Je le déplace, mon ERP, en faisant un copier-coller dans le cloud pour gagner simplement pendant 3 ans le prix de l'ESU. Ça, c'est l'une des possibilités. Évidemment, ça a des conséquences sur la partie réseau, process. Il faut quand même s'assurer de l'impact. Je veux une solution à l'épreuve du temps. Je vais prendre beaucoup plus de temps et je vais faire de la modernisation. Cloud native, potentiellement de meilleures performances, mais aussi je vais partir d'un principe de infrastructure as a service vers une logique plutôt de plateforme as a service. Je dois consommer de nouvelles ressources pour différentes raisons, mais surtout je ne dois pas supprimer mon infrastructure aujourd'hui. Je dois juste consommer peut-être, ben voilà, on était sur de l'intelligence artificielle, je veux utiliser une IA que je vais customiser moi-même. Je peux aujourd'hui customiser une IA sans migrer mon application qui est on-prem et faire de l'hybride. Exemple, je vais consommer de l'Azure AI Foundries dans Azure. J'interconnecte cette partie-là avec un VPN sur mon infrastructure locale et mon Azure AI Foundries, donc qui est le moteur qui me permet d'utiliser du GPT, du Llama ou autre LLM et de le faire interagir directement avec mon SAP qui est on-prem. Ça, c'est une possibilité, ce qu'on appelle la connexion vers le cloud. Et évidemment, un choix lorsqu'on parle de rationalisation, je veux une solution prête à l'emploi. Et ça, vous l'avez quasiment tous consommé ici. Alors, je dis quasiment parce que vous êtes au moins connecté en Teams. Et donc, avant, vous aviez peut-être du Skype ou autre. Vous avez pris une solution de type software as a service, Teams en l'occurrence. Vous aviez avant possiblement un serveur de mail, un serveur Exchange. Vous l'avez migré vers Exchange Online. Vous avez remplacé votre solution qui aurait dû être migrée ou modernisée vers une solution prête à l'emploi. Vous l'avez remplacée par du SaaS. Autre façon de voir cette partie-là, et c'est toujours dans ce principe des 6 R, l'application est-elle toujours alignée sur les objectifs de l'entreprise, c'est-à-dire qu'aucun changement majeur n'est requis? Non. Aujourd'hui, j'ai vraiment des soucis. OK. Est-ce que l'application est pertinente pour l'entreprise? Non, je la supprime. Oui, elle est toujours pertinente. Est-ce qu'elle a besoin d'être modifiée au niveau du code, de son architecture?
Non, je réarchitecte ou rebuild, oui, je la remplace. Pour revenir sur la question première, est-ce qu'elle est importante? Oui. Est-ce que la charge de travail pour la tirer vers du PaaS, donc c'est-à-dire la migrer vers du Docker ou autre, est lourde? Non. Replatform, enfin non, rehost, oui, replatform. Donc ces éléments du 6R restent importants pour vous positionner sur simplement votre stratégie 2026 en disant, voilà, Quentin, j'ai une application qui est sur un vieil operating system. Cette application est extrêmement critique pour mon entreprise. Je vais reprendre mon ERP pour reprendre cette analyse-là. Aujourd'hui, nous avons pas mal de clients chez Computerland qui ont décidé de migrer leur serveur 2012 R2 ou SQL 2014 vers Azure pour se garder 3 ans de support au niveau de la partie sécurité et de se dire, OK, j'ai 3 ans à partir de quand j'ai migré dans Azure pour me poser la question de, je le remplace cette application par quoi? Et ça, c'est ce qu'on appelle une migration de type lift and shift. Et donc, pour faire simple, en termes d'explication entre l'avantage de garder tout en local ou l'avantage de mettre vers le cloud, aujourd'hui, ce n'est pas une question de avec ou sans, c'est une question de d'hybridation. Qu'est-ce que je consomme dans une infrastructure et pour quel besoin? Si j'ai besoin d'être plus réactif que productif sur la partie sécurité, ben peut-être que la sécurité on-prem, on parlait des failles de sécurité sur VMware, ben voilà, le fait de pouvoir migrer cela vers le cloud fait que cet élément-là n'est plus sous ma responsabilité et de la responsabilité de l'hyperscaler ou du cloud provider quelconque. Je ne veux plus, donc si je dois remplacer mon infrastructure locale aujourd'hui, quand je veux remplacer l'infrastructure locale vers une nouvelle infrastructure locale, je regarde ma consommation aujourd'hui, en termes de CPU, de RAM et de stockage, et puis je fais une projection à 5 ans en disant, ben voilà ce que dans 5 ans je devrais pouvoir consommer. Donc, 2 éléments par rapport à ce point-là, soit vous achetez du matériel qui va déjà, on va dire, être prêt pour une évolution dans 5 ans, ou vous allez partir du principe de prendre un hardware qui permet d'être upgradé par la suite. Que ce soit la solution 1 ou la solution 2, vous allez certainement payer à un moment T des éléments que vous n'allez pas consommer. Et donc, vous avez une logique on-prem qui est plutôt une logique CAPEX. Prenez du matériel que vous allez amortir pendant 5 ans vers une logique OPEX, une logique cloud qui est de la consommation à la minute dans un système de cloud. Donc vous allez en effet avoir la flexibilité que vous attendez, mais par contre, dès que vous allez utiliser quelque chose dans le cloud, vous payerez pour cette partie-là, même si c'est pour un test de 2 minutes 30. Évidemment, la partie intelligence artificielle. Aujourd'hui, consommer de l'IA, on va dire pour des business process avancés, euh, depuis une infrastructure locale, sera assez compliqué. Pourquoi? Parce que vous allez devoir construire votre LLM, donc votre moteur, l'entraîner avec des données, et de cet entraînement de données, vous allez à un moment donné pouvoir consommer quelque chose. Pour pouvoir faire de l'IA locale, il faut acheter des GPU, mettre ça sur son infrastructure serveur pour pouvoir avoir une puissance de calcul assez élevée. Aujourd'hui, faire l'investissement des GPU dans une infrastructure locale est peut-être déraisonnable si je dois comparer à l'utilisation du cloud qui va faire justement cette puissance de calcul dans les éléments cloud, même s'il est interconnecté avec votre infrastructure locale. Et ces éléments-là, aujourd'hui, permettent de se positionner en disant, OK, suivant ce que je veux d'une infrastructure qui n'est pas compliant, je peux le rendre compliant en migrant vers un cloud. Ici, n'oublions pas que tout ce qui est compliance et souveraineté, vous avez dans les différents hyperscalers l'ensemble des normes ISO qui sont compatibles pour votre secteur d'activité. Je prends un seul exemple. Azure aujourd'hui est compatible hébergement de données de santé, là où aujourd'hui une infrastructure locale n'aurait pas forcément le même norme ISO qui certifierait cette partie-là. Donc le fait d'avoir tout on-prem ne veut pas dire qu'on est forcément plus compliant qu'une infrastructure cloud publique. Quelque chose qu'il faut vulgariser avec le département legal
Et votre DPO aussi, c'est vraiment important de ne pas s'arrêter juste à la première terme de souveraineté qui voudra dire, ben, si c'est au plus proche de moi, je suis plus souverain. Oui, on peut le comprendre, mais ici, la souveraineté, c'est plus large que ça. Et donc, pour revenir sur ma théorie des CR, vous avez aujourd'hui le cloud avec mais comment, mais suivant ce que vous allez faire, quelle va être vos stratégies, sur base des CR, vous aurez la capacité aujourd'hui de se dire, OK, lorsque je fais du rehost ou du replatform, Quentin, en fait, tu vas me parler de migration infrastructure as a service ou plateforme as a service. Je transforme ma plateforme database vers un service de database manage. Ça veut dire que je ne gère plus la couche operating system, je vais juste consommer soit l'instance SQL, soit même que la base de données. Et si vous êtes plus sur une logique de Docker, vous avez la capacité de consommer des Docker directement. Maintenant, si vous avez plus de temps et que vous allez faire des modifications beaucoup plus élevées, vous avez la capacité de faire du refactor et du re-architect. Et évidemment, l'installation de serveurs, de logique de DevOps pour la gestion de votre code, la création de faire de l'analytique, de faire du Fabric, de faire du Power BI, de faire du OneLake, toute cette partie-là, on sera sur un travail évidemment beaucoup plus long, mais qui reste évidemment totalement possible. Pour revenir sur une logique de RDS, tout à l'heure, donc je vous avais expliqué que RDS ne n'est bientôt plus supporté la suite Office 365 sur son serveur RDS. Quelles sont mes possibilités? Comme vous l'avez vu, si vous êtes en 2022, vous avez encore un peu de temps. Si vous êtes par contre sur une version plus ancienne, ben, il est temps de se poser les bonnes questions. Et aujourd'hui, l'une des possibilités, c'est de migrer sa solution multisession ou VDI. VDI, c'est un PC virtuel par utilisateur, donc c'est pas du multisession, c'est une connexion sur un service virtuel. Vous avez la capacité aujourd'hui d'avoir en clé sur porte Azure Virtual Desktop et ou Windows 365. Azure Virtual Desktop sera une logique de multisession ou de VDI, mais qui sera facturé à la minute de consommation. Windows 365, qui est en fait une logique de licence par utilisateur par mois, que vous l'utilisiez ou pas. L'avantage de AVD ou Windows 365, c'est qu'on peut consommer du Windows 11, donc on n'est pas sur une logique d'operating system serveur, et donc, vous le savez aujourd'hui, Windows 10, fin octobre, sera en fin de support. AVD supporte le Windows 10 multisession. On peut upgrader le Windows 10 multisession au Windows 11 multisession. Et les mises à jour que vous avez sur votre PC seront les mêmes types de mises à jour qui seront appliquées sur la couche Windows 11 multisession. L'avantage de cette partie-là, c'est que c'est le seul outil suite aujourd'hui qui est 100% compatible et optimisé pour pour Microsoft 365 Apps for Enterprise, autrement dit la suite 365 Word, PowerPoint, etc. Il y a des chemins de migration très simples d'accès pour migrer de RDS vers ces solutions-là. L'avantage, si vous êtes dans la logique cloud public, on peut déployer et faire une mise à l'échelle en quelques minutes. Deux nouveaux utilisateurs se connectent, il faut un nouvel host, clic droit, deploy. S'il y a moins d'utilisateurs, les serveurs se coupent automatiquement, et s'ils se coupent, vous ne les payez pas. Si vous avez du Citrix ou anciennement de l'Horizon, qui s'appelle maintenant Omnissa, ces deux logiques sont compatibles aussi AVD. Donc ça, c'est un point qui est pertinent. AVD, je l'insiste quand même sur ce point, aujourd'hui, vous pouvez avoir Azure Virtual Desktop dans Microsoft Azure, donc le cloud public, mais vous pouvez aussi avoir AVD en local, non pas sur une infrastructure VMware, mais sur une logique qui va s'appeler de l'Azure local. Et donc là, ce sera en effet une solution de virtualisation et de gestion locale, pilotée par le cloud, mais qui permet de consommer AVD en local sur vos serveurs locaux. Logique de backup et de DRP.
évidemment, vous êtes sur une infrastructure locale aujourd'hui dans votre data center ou autre. Donc, je prends l'ensemble des cas. Société avec un seul rack et l'ensemble de mes serveurs de virtualisation sur le même rack. Vous faites un backup de vos données locales. Vous avez, je l'espère, une logique de backup copy, donc une copie de vos backups à un autre endroit qui peut être un autre NAS ou SAN dans une autre pièce, ou offline, que ce soit avec Vim ou une autre solution. Ici, on a la capacité de faire la même chose avec le composant Azure Backup et Azure Site Recovery. C'est-à-dire, je prends le backup ou les données qui sont locales et je prépare déjà un DRP pour pouvoir le réaliser dans Azure. Parce que Quentin, je n'ai pas d'infrastructure deuxième rack permettant de faire mon DRP si j'ai un sinistre. Dès lors, soit je redémarre dans une infrastructure Vim Cloud Connect chez mon fournisseur Vim Cloud Connect, ou je peux faire directement un plan DRP live en disant, dès que j'ai un sinistre, ça se redémarre dans Azure, avec un rollback possible, évidemment. Et ces éléments de backup ou de BCDR, donc backup et DRP, Disaster Recovery, vous avez la capacité de le faire avec un produit natif Azure qui sera facturé en termes de gigas et nombre de VM qui sont backupés ou mis en mode DRP. Mais si vous utilisez Vim, vous pouvez aussi consommer Vim et Vim Cloud Connect et pouvoir redémarrer assez facilement dans Azure si jamais votre infrastructure le nécessite. Même si vous êtes sur une infrastructure VMware en on-prem, c'est important. Vim aura la capacité de convertir une VM VMware en une VM compatible Azure. Azure Site Recovery le fera, elle, nativement. Et vu que dans Azure, les données qui montent, donc qui vont vers le cloud, ne sont pas facturées, c'est aussi intéressant dans ce cadre-là. Autre élément que je voulais mettre aussi lorsqu'on parle d'hybridation, il y a un composant qui est souvent sous-estimé, qui est Azure Arc. Azure Arc est le fameux composant qui vous permet d'avoir de l'ESU, donc l'Extended Support sur votre infrastructure locale, pour 1 an, 2 ans ou 3 ans, suivant les systèmes de SU. Donc aujourd'hui, techniquement, comment on fait pour avoir du support de sécurité sur une infrastructure SQL 2014 en on-prem? On va installer un petit agent qui s'appellera Azure Arc, qui va visualiser votre serveur et votre serveur de base de données dans le cloud. Aucune données sont transmises dans le cloud, c'est juste un objet qui est créé. Et de cet objet qui est créé, vous avez la capacité par la suite de pouvoir y activer l'ESU. Et donc, vous aurez une facturation automatique de la partie consommation Azure, qui sera donc la consommation de l'ESU de façon mensuelle pour votre serveur SQL 2014. Dès que votre serveur SQL 2014 est coupé ou est migré, l'instance Azure Arc qui concerne cette machine sera coupée. Dès lors, l'ESU liant à ce serveur de base de données ou cet operating system sera aussi coupé. Donc c'est une solution Azure Arc qui permet de faire l'ESU, mais pas que. Ça va permettre aussi de déployer des solutions comme Defender pour la partie serveur, faire une logique de patch management. Comme vous le savez aujourd'hui, la solution Wisus est arrivée en fin de support. Grâce à Azure Arc, vous avez la capacité de faire comme un Wisus depuis le cloud, même si votre infrastructure est locale. Et tout un autre élément de solution, comme des solutions de monitoring, des solutions de change tracking. Savoir que Quentin s'est connecté sur le serveur 1 et qu'il a installé une nouvelle application, vous aurez un change tracking en disant le compte admin QBI s'est connecté sur le serveur et il a installé telle application qui a redémarré tel process. Donc il y aura vraiment un change track assez élevé grâce à Azure Arc. D'autres solutions existent, suivant votre stratégie. Ben, voilà, on le sait, VMware, j'en parlais tout à l'heure, a une grosse part de marché en Belgique, a
vu ces changements de politique de prix, une tendance à diminuer malgré tout. Il y a la capacité pour les infrastructures d'une certaine taille de consommer ce qu'on appelle de l'Azure VMware Solution. C'est un cluster en fait VMware qui sera hébergé dans Azure et qui permettra de faire une migration d'un workload VMware local vers VMware dans Azure et de pouvoir redescendre aussi dans ce cadre-là. L'avantage de VMware Solution, c'est quoi? C'est d'avoir une solution clé sur porte de cluster VMware qui peut être attaché dans votre vCenter et de pouvoir automatiser le DRP avec une compétence actuelle VMware. Donc ça, c'est le gros avantage d'Azure VMware Solution. Quand je parle d'une société d'un certain type, c'est qu'aujourd'hui, le cluster qu'on doit consommer dans Azure pour faire de l'Azure VMware Solution est déjà un cluster permettant de faire tourner une certaine quantité de machines. Donc aujourd'hui, si vous avez un petit cluster VMware où vous faites tourner 10 VM, 10 VM qui pourraient être convertis assez facilement en termes d'Azure infrastructure as a service, je vous recommanderais plutôt de passer en infrastructure as a service. Par contre, si vous me dites, Quentin, j'ai 150 VM qui doivent pouvoir être DRPisés de façon automatisée dans Azure et puis de redescendre, Azure VMware Solution, pour une volumétrie de 150 VM, sera certainement de grande tête, on va dire. Vous êtes sur une infrastructure locale et vous souhaitez rester sur une logique de local. Deux choix s'offrent à vous. On a la capacité de déployer Azure Arc for VMware. C'est la capacité dès lors de pouvoir déployer un peu de managed services à travers le cloud sur une infrastructure VMware. Concrètement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va déployer un serveur AKS qui va gérer derrière toute une série de Docker. Ces Docker vont être des Docker, par exemple, de type base de données. Et donc, on va pouvoir consommer en local une serveur de base de données SQL sans avoir à faire la gestion de l'operating system grâce à ce composant Azure Arc. Et si vous souhaitez avoir quelque chose de plus natif, vous avez la capacité, la possibilité aujourd'hui de migrer votre infrastructure VMware ou si vous êtes déjà sur Hyper-V vers une nouvelle technologie qui s'appelait avant Azure Stack HCI, qui s'appelle maintenant Azure Local. Azure Local aura la capacité de pouvoir consommer des ressources comme Azure, mais en local. Est-ce que l'on peut consommer 100% des ressources Azure publiques en Azure local? La réponse est clairement non. Aujourd'hui, on va être limité en termes de fonctionnalités. Ce sera essentiellement de l'infrastructure as a service, de l'AVD et quelques services de type base de données, Docker et système web. Il ne sera pas possible, par exemple, de consommer du Fabric. C'est une question qui revenait souvent à mes oreilles en Azure local. Et donc, pour revenir sur une logique de comment fonctionne Azure Arc Server, vous avez ici la différentes capacités, entre guillemets, et différents moyens de consommer Azure Arc. Soit vous êtes sur une connexion publique, et donc de la connexion publique, le petit service qui s'installe sur le serveur va avoir une communication directe à travers Ethernet sur les 443, sur le backend Azure Arc. Soit vous avez une logique de proxy, et donc vous allez consommer aujourd'hui un système qui va s'appeler de l'Arc Gateway. C'est un petit service interne qui va faire des requêtes proxy, et ce sera que cet Arc Gateway qui aura accès au système, au backend Azure Arc. Troisième grande solution, vous aurez la capacité de consommer Azure Arc point à point de façon totalement privée à travers une solution de type site-to-site VPN ou ExpressRoute. ExpressRoute, qu'est-ce que c'est? C'est une ligne louée comme le système de MPLS que vous avez peut-être avec Win ou des solutions comme Proximus ou autres. Ici, Azure Express Route, c'est la possibilité d'avoir une ligne louée qui va jusque dans le data center Azure. Et donc, ça, c'était
aujourd'hui sur la partie hybridation. Vous avez compris qu'aujourd'hui, avoir du 100% cloud, c'est possible, mais peu d'entreprises vont aller vers du 100% cloud. Et donc, la solution hybride, il ne faut pas la sous-estimer aujourd'hui parce qu'il y a certainement de bonnes raisons d'en faire. Et vous en faites peut-être déjà. Aujourd'hui, le levier 1, lorsque vous allez réfléchir à votre architecture au niveau de votre informatique, quelles sont les bonnes questions, les bons objectifs que vous allez mettre en termes de premier levier? Ben, vous allez simplement réfléchir sur une notion de migration ou de modernisation, ou simplement d'étendre vers le cloud. Déjà, ce sera deux thématiques assez différentes. Si vous êtes sur une logique de migration et de modernisation, l'intelligence artificielle sera de facto quelque chose qui va rentrer en ligne de compte, mais il n'y aura pas que cette partie-là. Il y aura aussi les notions pour la migration et modernisation de fiabilité et de visibilité. Je veux avoir une console qui me permet de voir l'ensemble de mes services cloud. J'ai du GCP, j'ai de la WS, j'ai de l'Agilis, anciennement du C-Cloud, où j'ai une infrastructure locale, mais j'ai aussi de l'Azure. Vous avez la capacité, avec Azure Arc, de voir l'ensemble de votre écosystème applicatif et serveur depuis une seule console, qui sera hébergée dans Azure, et de pouvoir influer sur la gouvernance, la notion de backup, la notion de sécurité, les notions d'accès depuis une seule console qui sera Azure Arc. Même si derrière c'est de la WS, même si derrière c'est du GCP ou de l'on-prem avec VMware. Azure Arc aura 100% la capacité de gérer cette partie-là. Je vous l'ai dit, hein, l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un vrai sujet qui rentre en ligne de compte. Je pense que ça fait plus d'un an maintenant où la moitié de mon temps, je fais des formations sur Copilot et la partie agent. Donc, vous connaissez Copilot et la partie agent, à mon sens, ici autour de la table. Donc, Copilot, solution d'IA intégrée pour le personnel dans la suite 365. Il y a derrière Copilot M365 avec l'intégration de la suite Office. La partie agent, c'est de se dire, OK, répondre à mes mails, c'est bien, mais je voudrais aller rechercher des informations plus précises ou dessiner mon business process pour qu'il soit à moitié automatisé par un agent. Donc là, on va utiliser et consommer du Copilot Studio, par exemple, et là, on va rentrer en ligne de compte dans la Power Platform. Mais vous allez me dire, Quentin, tout ça est bien joli, mais je voudrais à un moment donné rendre accessible un agent pour le public, le grand public, le mettre sur mon site internet. J'aimerais consommer des systèmes de données, mais qui ne sont pas forcément accessibles par Copilot. Il faut se connecter à travers différentes API que Copilot n'arrive pas forcément à faire de façon native. Est-ce qu'il y a des solutions? Oui. AI Foundry dans Azure permettra de faire tous ces types de connexions, on va dire, plus complexes à travers les API, j'y reviendrai juste après, et d'aller récupérer le contenu pour le rendre disponible dans mon site web. Et donc la transformation de mes données business vers une consommation grand public, l'IA et donc la transformation vers le cloud sont des vrais sujets qui sont connexes aujourd'hui. Quand je parlais d'applications pour l'IA, évidemment, vous allez avoir tous des systèmes qui vont vous permettre de consommer cette partie-là. L'IA Portfolio avec AI Studio et l'Azure OpenAI Services et la partie système de base de données sont évidemment des systèmes consommés. Pourquoi je reparle de cet élément-là? Parce qu'aujourd'hui, il est souvent sous-estimé et la complexité d'une infrastructure fait que l'interaction de l'IA avec l'infrastructure est des fois trop complexe. Je reparle de mon ERP pour donner un exemple concret. J'ai un ERP local, classique, 2 tiers, c'est-à-dire un serveur d'application, un serveur de base de données. Je peux répliquer mon système de base de données vers une solution de type Managed Database. Exemple, c'est un serveur SQL, je le réplique vers de l'Azure SQL dans Azure. Et mon AI Services, à la place d'attaquer la base de données de production sur laquelle mon ERP tourne, en fait, je vais attaquer, donc, quand je dis attaquer, c'est connecter, le système de base de données répliqué, qui sera en read-only uniquement, qui sera dans le cloud. L'avantage de ça, c'est qu'on a les données qui sont dans le cloud et à côté de l'Azure AI Services, donc l'interconnexion sera facilitée. On sera sur une version qui sera en lecture uniquement,
Donc pas de modification, pas de risque de modification à ce niveau-là. Et surtout, l'IA ne va pas attaquer une base de données de production sur laquelle il y a des actions qui sont faites au quotidien, mais par contre va consommer une base de données répliquée. Et donc, l'IA n'aura aucun impact négatif en termes de performance si je suis sur une base de données répliquée que si je me connecte, par exemple, sur une base de données de production en direct. Ce concept-là, pour l'IA, est identique que le système de logique pour Power BI ou Fabric, par exemple. On n'attaque jamais une base de données de production pour faire un rapport Power BI, s'il vous plaît. On crée un One Lake ou un Data Lake ou un Data Warehouse au minimum. VMware vers Azure, aujourd'hui, ça reste un vrai levier. Vous avez une infrastructure qui est existante, qui est peut-être au VMware. Le renouvellement au niveau du licensing sera certainement une préoccupation. Si ça ne l'est pas encore, ça va le devenir. Vous avez des compétences qui sont aujourd'hui acquises en interne. Mais voilà, il est temps de vous poser la question de, OK, je veux garder une infrastructure VMware parce que j'ai des compétences aujourd'hui. Comment je fais demain? Quel va être l'impact au niveau de mon budget IT? Est-ce qu'il est préférable de rester sur du VMware, mais par contre de consommer un système de cloud privé qui me donnera possiblement accès ou non à une partie de mon VMware? Ou de se dire, bah, tiens, une infrastructure hybride sera possiblement pertinente. C'est-à-dire, je ne vais plus sur un modèle CAPEX, mais un modèle OPEX. Voilà, il nous reste 12 minutes, donc j'étais dans les temps. Je regarde dans les questions sur le chat, question qui avait tout à l'heure qui a été répondue, me semble-t-il. Adrien lance un petit poll, c'est juste pour comprendre un peu votre situation de votre côté, si c'est déjà quelque chose que vous maîtrisez en interne, et surtout de savoir si la présentation était pertinente pour vous. Et il vous reste donc une dizaine de minutes pour interagir si vous avez des questions plus précises sur un besoin métier que vous avez aujourd'hui.